Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux passagers de la nuit et à tous les autres dans cette rencontre de luxe. Les passagers de la nuit m'est tout cher. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4 heures du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors? Je me suis séparée de mon mari. Cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Les Passagers de la Nuit le 4 mai, je vous propose de découvrir la rencontre ayant eu lieu le 28 avril au Cinéma Luxe lors de l'avant-première du film avec le réalisateur Michael Herz. Je vous souhaite une bonne écoute. Et voilà, c'était donc Les Passagers de la Nuit. Et merci d'accueillir Michael Herz, son réalisateur. Donc, Michael, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment, vous nous expliquerez ce qui s'est passé ici pendant le tournage au Zénith de Caen, parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais une partie du tournage a eu lieu au Zénith. Mais simplement, j'aimerais, avant ça, rappeler ce qui fait souvent le point commun de vos films et l'amorce de vos envies de tourner, c'est justement des lieux, des sensations. C'était le cas dans Memory Lane, mais aussi dans Amanda ou dans ce sentiment de l'été. Voilà, des villes, des lieux. Et là aussi, il y a cette envie, à nouveau, après Amanda, de retourner à Paris, mais alors dans des lieux un peu différents que ceux que vous aviez tournés. Là, on est si je m'abuse, dans le 15e, enfin des tours qui ont été construites dans les années 70. Et puis vous plongez aussi dans une époque, ce qui est un peu différent de vos précédents films. Oui. C'est un quartier que j'avais pas exploré, qui est dans le sud-ouest parisien, on va dire, qui est un quartier qui m'intéressait parce qu'il est assez difficile à cerner. À Paris, il y a des quartiers, voilà, on les identifie bien. Il y a le quartier latin, c'est le quartier étudiant. Le 16e, c'est le quartier un peu bourgeois. Et puis celui-là, il est intéressant parce qu'il échappe un peu aux classifications. Il y a effectivement ces grandes tours. Il y a la Seine en contrebas. Il y a des rues très résidentielles autour. Il y a la maison de la radio, cette espèce de grand paquebot qui est en face. Et du coup, je le trouvais, voilà. Puis il y a la banlieue qui s'étend au loin quand on est dans les tours en hauteur. Je le trouvais intéressant. Ça offrait des perspectives. Donc ça fait effectivement partie, on va dire, des choses très concrètes qui donnent envie de faire un film. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, on va dire l'impulsion première du film, c'était effectivement se replonger dans ces années 80, qui sont les années de mon enfance, et essayer voilà, de capturer quelque chose, des sensations que ça m'a inspiré, des couleurs, des tessitures. Alors pas dans une perspective nostalgique, je commence toujours par ça, parce que voilà, je n'ai pas envie de cultiver l'idée d'un paradis perdu, mais je me sens voilà, constitué de ces sensations-là. Et c'était vraiment, on va dire, le ferment premier du film. Et donc, il y a aussi ce qu'on retrouve, c'est un motif récurrent, je trouve, hein, cette façon de filmer aussi Paris, alors avec Didier Sandre, enfin, là où il vit, sur une colline, il y a aussi ça, aussi, c'est assez intéressant, je trouve, de sortir aussi un peu de la ville pour y rentrer autrement. Et j'ai le sentiment qu'on retrouve ça beaucoup dans vos films. La colline qui permet de filmer la ville de haut, en fait, différemment. Oui, là c'est un peu... Oui, on voit Enfin, c'est effectivement cette anecdotique. colline. Hein, voilà, on va dire que c'est peut-être moins important que dans les autres films. Là, c'est vraiment un film parisien. Il y a effectivement de petites incursions dans ce parc, mais bon, c'est certainement, oui, comment dire, l'idée d'être proche de la ville sans y être tout à fait, quoi. Voilà, il y a la promesse du centre. En même temps, on est un peu à la périphérie, en hauteur. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est moins important dans le film. on y est à la fin quand même, mais bon. N'oubliez pas que si vous souhaitez prendre la parole, vous me faites signe et évidemment, j'accours pour vous confier le micro. Donc, oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce chef-d'œuvre. Moi, ce que j'ai aimé, une des choses que j'ai aimé, la mobilette. Lorsqu'il est sur la mobilette, je vais re-regarder La Promesse des frères Dardenne.
Bah, ça me fait penser à cette affiche. Voilà. Je sais pas si vous connaissez les frères Dardenne. Oui, je connais, oui. Ouais. La mobilette sans casque. Voilà. Enfin là, en l'occurrence. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. C'est marrant, le Petit Prince, là. J'ai pas précisé, mais je rebondis là-dessus parce qu'en fait, il y a cette phrase un peu... je vous ai dit l'envie de replonger dans ces années de 80 qui sont les années de l'enfance. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit, voilà, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et c'est voilà, c'est une phrase de Saint-Exupéry. Et c'est amusant de voir ce pull. Voilà. Je sais pas, oui. Parce que monsieur a un pull, le Petit Prince. Là, vous le voyez Mais pas, en fait. C'est un peu absurde, la situation, effectivement. Mais... Voulez-vous le montrer aux autres ou pas du tout? Oui, là, je suis en train de dire quelque chose qui n'a pas de sens, c'est marrant. Et donc, ça n'a plus rien à voir, mais on parlait tout à l'heure du tournage qui a eu lieu ici au Zénith. Et il s'agit donc du coup des scènes d'appartement. C'est bien ça? Oui, on a tourné donc dans ce quartier de Beaugrenelle et il n'y a pas de balcon, donc on ne peut pas éclairer. Le soleil tourne en permanence, évidemment. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'était de le faire en studio. C'est la première fois que je tournais, on va dire, dans un décor reconstitué. Et là, on était au moment du confinement. Le Zénith de Caen voilà, n'avait pas d'activité et ils nous ont gentiment prêté, on va dire, le lieu. Et on a construit un appartement totalement reconstitué qu'on a meublé, accessoirisé. Voilà. Donc l'appartement a été fait ici, il y a un an pile, et on a dressé une grande toile, c'est une photo de 15 mètres sur 20 sur une toile qu'on a animée pour faire vivre un peu les découvertes. Et voilà, c'était une expérience assez étonnante, pour ma part en tout cas. Et donc ça veut dire que donc il y a évidemment les scènes d'appartement, mais aussi quand les personnages sont sur le haut de l'immeuble, ça a été tourné aussi ici ou... Non, pas sur du le haut tout. de l'immeuble, quand on voit vraiment la ville, là c'était vraiment sur le toit d'une Non, parce tour de qu'on Beaugrenelle. fait des miracles avec le cinéma, Oui, et totalement. les Non, fonds non. verts. Et ce que racontait Charlotte Gainsbourg quand elle était venue ici, et qu'elle s'est... Alors, ça faisait un moment qu'elle était déjà en film, mais qu'elle s'est plongée dans cet appartement, elle disait qu'elle a retrouvé aussi beaucoup de sensations de l'époque, parce que ce qui est intéressant par rapport à son personnage et par rapport à elle-même, c'est que ça correspond aussi à l'époque où elle s'est lancée dans le cinéma avec l'effronté. Et elle disait que vous y aviez mis vraiment beaucoup d'éléments dans ce décor qu'on ne voit pas nécessairement à l'écran, donc ça a rajouté des petites touches comme ça. Oui, on a complètement meublé, accessoirisé le lieu. Effectivement, il y a plein de choses qu'on voit à l'écran, puis plein d'autres choses qui servaient uniquement, on va dire, aux comédiens pour s'ancrer vraiment dans le lieu, enfin, qui leur permettaient voilà, de se familiariser avec cet appartement et de créer un peu la sensation de foyer et de famille. Oui. C'était un travail. C'est le travail aussi du décorateur, ça de faire en sorte qu'il y ait plein de choses pour aider les comédiens, et c'est des choses qui ne sont pas forcément filmées. Ce sont des choses. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si vous aviez pris aussi des images d'archives à certains moments et comment vous aviez fait pour les retrouver puis les mêler à votre film d'actualité, quoi. Actuel. C'est vraiment, c'est des archives. Alors qu'on a trouvé, on est passé par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et on a trouvé aussi beaucoup de choses sur Internet. Alors parfois c'était difficile de remonter jusqu'aux ayants droit. Enfin, il y avait des images d'amateurs pour la plupart. Donc c'est effectivement le matériau du film qu'on a tourné en numérique. Pour le coup, c'est le premier film que je tourne en numérique, mais qu'on a travaillé pour donner cette tessiture, ce grain. Il y a des images donc d'amateurs, d'archives. Il y a beaucoup d'images aussi qu'on a tournées nous avec une petite caméra Bolex qui s'apparente aux vieilles caméras Super 8, qui donne ce côté granuleux également. Et puis il y a les extraits de films. Et c'était l'idée, on va dire, que par la juxtaposition de ces images, le collage de ces images, la contagion des images entre elles, on arriverait à donner ce sentiment de l'époque, cette sensation de l'époque, peut-être davantage que par une reconstitution un peu glacée, qui, pour ma part, me met toujours un petit peu à distance. Il y a toujours un côté un peu artificiel, aussi ample la reconstitution soit-elle, mais voilà, c'était le mouvement du film, c'est l'intuition qu'on avait. Donc il y a effectivement pas mal d'images d'archives aussi qui sont imbriquées dans le montage. C'est vrai c'est assez protéiforme sur l'image. Il y a effectivement des images d'archives à la fois amateurs, mais aussi il y a des extraits de films. On reconnaît Romer. Il me semble qu'il y a aussi
d'autres films qui sont cités. Et puis, est-ce que vous avez tourné aussi un peu en 35 mm ou pas du tout? On a tourné un peu en 35 mm, des choses qui étaient difficiles, on va dire, à capturer avec le numérique. Puisqu'on a travaillé là, le format, bon, ça devient très technique, là, je ne sais pas si c'est vraiment, mais on a travaillé moi, je suis persuadé que ça intéresse les gens. Comme le film a été fait en vidéo, donc il y a certaines lumières qui sont plus difficiles à retranscrire en vidéo, comme on voulait ce grain particulier et le travailler. Donc notamment les séquences de parc, les séquences de jour. Il y a beaucoup de séquences de jour d'extérieur qu'on a tournées en 35 mm, mais bon là, c'est plus, oui, c'est un peu plus technique, mais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. J'ai vu à la fin que vous étiez 3 à l'écriture. Et je me demandais dans ce genre de cas de figure-là, parce que déjà seul, ça peut être compliqué d'écrire. À 2, ça peut être aussi compliqué. À 3, comment est-ce que ça s'est déroulé pour vous? Il y avait quelqu'un qui était plus dialoguiste, quelqu'un d'autre qui était plus dans la forme narrative globale. Comment ça vous êtes répartis les rôles? C'est la première fois effectivement que j'écris avec 2 autres personnes. La première version, je l'ai écrite seule. C'est comme ça que je fonctionne d'ordinaire. Et puis, il y a Maud Ameline qui est venue, comme à chaque fois, Maud Ameline ou Mariette, d'ailleurs, c'est les 2 personnes avec lesquelles je travaille, qui amènent donc de l'altérité, et puis qui remet un peu les choses qui ont une capacité, on va dire, qui ont un recul que je n'ai plus après la première version, et qui amènent de l'altérité, puis qui remettent tout ça en forme, enfin. Et puis, bon, les problématiques de l'époque ont fait que le film était compliqué à monter, était cher. C'est un budget qu'on n'avait pas. Et donc, il a fallu trouver des solutions, après tout le travail qu'on a fait avec Maud, pour que le film rentre dans le budget et pas des solutions par défaut, quoi. Trouver des vraies solutions qui fassent que ce soit un film à part entière et pas, on va dire, le fantôme d'un film. Et donc là, on n'avait plus de recul, quoi. Et c'est là que Mariette, donc la 3e scénariste, est intervenue pour en faire quelque chose. C'est à la fois le même film, mais en même temps, voilà, ça a été tout un travail, on va dire, de remodelage, principalement lié, on va dire, oui, à la difficulté qui est de l'époque, quoi, enfin de la reconstitution. On sent que, peut-être je me trompe, mais on sent que vous prenez plaisir à écrire les dialogues, que ça a l'air de couler facilement. Et la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est est-ce que d'abord c'est vrai, et puis d'autre part, est-ce que vous laissez quand même une part pas d'improvisation nécessairement, mais d'appropriation du texte, du dialogue aux acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas en fait de la part des réalisateurs? C'est vrai que les dialogues, j'aime bien ça. C'est assez simple, contrairement à la structure d'un scénario. C'est des choses que j'entends, du coup je les retranscris, j'entends mes personnages. C'est une chose que j'aime bien, qui me vient plutôt facilement. Pour ce qui est de l'improvisation, il n'y a pas d'improvisation, c'est-à-dire tout est écrit. En revanche, c'est vrai que je ne suis pas du tout à cheval sur les mots. Je préfère, on va dire, qu'il y ait une impression de réel, vraiment dans le dialogue, quand les gens parlent. S'ils préfèrent remplacer un mot par un autre, ça me va très bien. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important, l'impression du présent quand on entend les... donc s'ils ne sont pas à l'aise avec un mot, bon, on le change. En revanche, il n'y a pas de séquences qui sont improvisées, il n'y a pas de dialogue improvisé en tant que tel, quoi. C'est plus s'approprier, se les mettre en bouche, on va dire. Et donc c'est évidemment sur la base du scénario que vous avez convaincu Charlotte Gainsbourg, par exemple, de rejoindre le projet. Elle l'a apprécié comment? La rencontre s'est passée comment avec Charlotte Gainsbourg? Elle a lu le scénario, elle a vu le film que j'avais fait avant, Amanda. Et puis après, ça s'est fait de manière assez instinctive, en fait. Hein. D'ailleurs, quand elle en parle, je crois que c'est des histoires de rencontres plus que de... C'est difficile de se projeter parfois dans un projet. La rencontre s'est bien passée, voilà. C'est un espèce de choix mutuel. Mais vous-même, oui. Donc du coup, vous aviez pensé à elle. Et d'ailleurs, elle ressemble un peu, enfin, toute proportion gardée, mais à vos autres personnages des films précédents, avec une grande fragilité, une grande délicatesse. C'est une actrice qui est un peu dans cette lignée-là, finalement, aussi. Pour le personnage d'Elisabeth, je trouvais important effectivement qu'il y ait cette, une dimension un peu, cette ambivalence. Et c'est ce que, quand je dis ambivalence, c'est-à-dire que le personnage d'Elisabeth a quelque chose qui peut paraître parfois un peu timoré, d'autres fois au contraire très audacieux.
quand elle va frapper à la porte de la maison de la radio. Bon, c'est pas rien. Parfois un peu naïve, d'autres fois très lucide, parfois timide, d'autres fois très frontale. Et je voulais cette dualité-là. Et c'est vrai que c'est ce que Charlotte Gainsbourg, que j'ai pas vu jouer plus que ça d'ailleurs, mais de ce que je percevais d'elle, ce que je projetais sur elle m'inspirait, c'est-à-dire une espèce de sensibilité qui affleure. Enfin, il y a une vulnérabilité comme ça, un peu à fleur de peau, et en même temps, c'est quelqu'un de très solide, quoi. Il y a un centre de gravité, une assise, et cette ambivalence-là, je la trouve toujours touchante chez les acteurs et puis chez les gens d'une manière générale. Et ça, c'était important pour le personnage. Est-ce que quelqu'un, oui, pardon, alors, je vous passe devant. Merci pour ce film. C'est toujours très doux dans vos films, c'est agréable. Moi, j'avais une question par rapport au prénom Tallulah. En fait, Vanda demande à Tallulah, quand elle vient à la radio, que signifie ton nom, et on connaît l'importance de la musique dans vos films, et surtout de la pop britannique, enfin pop rock britannique. Et est-ce que ça avait un rapport avec Tallulah Gauche, le groupe des années 80 britannique, ou est-ce que c'était ce côté Tallulah, en fait, c'est un prénom qu'elle emprunte, puisqu'elle s'appelle Christine a priori, et pour la rendre un peu intouchable, un peu distante, en fait. Voilà. C'est les deux. C'est vrai que des fois, j'aime bien me servir, on va dire comme ça, de choses que je pioche dans les chansons, enfin, qui sont ma passion première, on va dire. Alors c'est des choses un peu poétiques, alors qui moi m'aident sur les tournages. Voilà, c'est un peu des points d'ancrage. Donc effectivement, Tallulah Gauche ou le nom d'un album d'un groupe australien qui s'appelle Tallulah aussi. Et en même temps, c'est effectivement un prénom qui génère un imaginaire assez fort. C'est un prénom mystérieux. Donc c'est les deux, effectivement. D'autres interventions? Là-bas au fond. Hop, je repasse devant. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film d'abord. Et il y a eu une bonne partie sur Tallulah. Et pourtant, personnellement, j'ai eu beaucoup de questions sur elle dans ma tête. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ce que je veux dire, on sait très peu sur elle. Est-ce que c'est fait exprès? C'est quelque chose à voir peut-être avec le titre du film. C'est un passager dans leur vie. Elle arrive 2 fois dans la nuit, elle part une nuit. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait exprès pour que le spectateur remplisse dans sa tête Oui, c'est un peu le cœur noir du film, et un personnage effectivement assez mystérieux, un peu plus romanesque, qui échappe peut-être au... Bon, c'est la pièce rapportée dans la famille, donc il y a effectivement une réalité peut-être qu'on identifie un peu mieux, cette famille, cette fratrie, le personnage de cette mère, un matériau assez trivial, quoi, enfin, avec lequel... Et le personnage de Tallulah est un peu plus mystérieux, effectivement, il rentre, il repart, il échappe sans cesse. Il était écrit comme ça, en tout cas, oui, donc je comprends que ça puisse créer des interrogations. Bah oui, c'est une passagère, c'est un personnage dont on sait assez peu, et après... En tant que spectateur, on peut toujours se projeter à la fois sur le passé, sur l'avenir des personnages. Et c'est aussi un peu le cas des autres dont on ne sait pas tout. Vous n'entrez pas dans les détails, par exemple, de la rupture d'Elisabeth. Voilà, d'une certaine manière, quand même aussi, tous les autres personnages sont un peu passagers. Oui, c'est des chroniques. Donc c'est vrai que ce sont des personnages qu'on prend à un moment de leur vie. Alors on a quelques détails sur leur passé, d'autres choses qu'on n'a pas, et puis on les accompagne quelques années, on les quitte. Donc on peut s'imaginer effectivement ce qu'a été leur vie avant et puis ce que va devenir leur vie après. Ce sont des morceaux de vie, donc effectivement c'est pas clos, quoi. Il n'y a pas quelque chose de... Ce sont des passagers, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, vous avez toujours fait comme ça des chroniques. La plus longue finalement, c'était Sentiment de l'été, qui était sur 3 étés successifs. Là, on est quand même, on se projette sur 7 ans. On est un peu plus long que ce que vous aviez fait avant. C'est juste une remarque. Hein. Ça n'a pas de. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. Je ne connaissais pas du tout vos films précédents.
Et j'ai été très ému par la justesse du film dans sa totalité, dans son écriture, par le casting que j'ai trouvé formidable. On doit avoir sensiblement le même âge, donc les années 80, c'était mon enfance aussi. Et en même temps, je trouve que c'est pas un film qui est passéiste, qui est moralisateur, qui nous dit que sous la première élection d'un président de gauche, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ça passe ce ton-là. Alors je me répète, je connais pas vos 3 films précédents, mais j'ai trouvé qu'il y avait une justesse à tous les niveaux qui était très troublante et magnifique. Et voilà, je voulais juste vous remercier pour tout ça. Merci de votre retour, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Je trouve qu'il y a quelque chose dont vous parlez, en tout cas depuis le sentiment de l'été. Vous parlez de la famille. Et même dans ce film-là, enfin, qui se passe dans les années 80, mais en même temps, ce dont vous parlez, ça peut être aujourd'hui, mis à part que la gauche n'a pas gagné cette année, mais sinon, ça pourrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que vous parlez de valeurs, je dirais, autour de la famille, y compris dans le sentiment de l'été, lorsque les parents viennent à Berlin, je crois, voir leur fils qui est en deuil. Et il y a sa sœur également, qu'il retrouve à New York. Donc dans un mandat, il est question aussi de la famille, y compris de la mère qu'ils avaient oubliée et qu'ils vont revoir en Angleterre, avec une réconciliation. Et dans votre film, là, il y a aussi quelque chose que je dirais en plus, et qui fait écho à la situation que nous connaissons avec les réfugiés, qu'ils soient ukrainiens ou syriens. Et vous parlez de l'accueil. C'est-à-dire que la famille et la mère accueillent cette jeune-là dont on ne sait pas d'où elle vient. Elle pourrait venir de loin, de très loin. Et vous parlez, enfin, ce que je trouve, c'est que vous parlez vraiment bien de ces valeurs-là, qui aujourd'hui sont plutôt mises à mal. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quelque chose qui vous importe? Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à ça. Ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être dans ce cadre-là, puisque le film s'ouvre effectivement sur les élections et que ce n'est pas un film politique en tant que tel, enfin en tout cas qui est porté par un discours militant. Mais c'est vrai que... Comment vous répondre ? La politique ou le rapport à la politique, c'est vrai qu'on peut l'aborder de différentes manières, par le militantisme ou en l'occurrence par un prisme plus intime. Alors après, c'est par atavisme familial ou par sensibilité, on va dire. Et là, effectivement, je pense que il y a quelque chose de l'ordre du désintéressement, on va dire, en tout cas chez ce personnage d'Elisabeth, qui fait les choses sans forcément l'attente d'un retour. C'est un trait de caractère, en tout cas une qualité que je trouve d'une manière générale très touchante. Et c'est peut-être... oui, c'est pas politique en tant que tel, enfin, de ce qu'on pourrait... Mais j'imagine qu'en tout cas, c'est une incarnation de quelque chose au quotidien. Enfin bon, c'est une manière un peu peut-être maladroite de vous répondre, mais en tout cas, c'est ça que ça m'évoque, votre retour. Ce qui est intéressant dans l'engagement d'Elisabeth, c'est que là, on ouvre effectivement le film sur la victoire de Mitterrand. Mais ce qui est intéressant dans son engagement, par rapport pour revenir à cette question-là aussi, c'est qu'il n'est pas du tout... Enfin, il est de toute façon politique, mais elle s'engage autrement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, elle, ce qu'elle a voté éventuellement lors de cette élection. En revanche, elle s'engage vis-à-vis de sa famille, elle s'engage vis-à-vis de cette jeune fille qu'elle rencontre. Et du coup, ça marque autre chose, en fait. Un réel engagement qui n'est pas l'engagement politique dont on a l'habitude de parler. Oui, enfin, qui s'inscrit dans la vie, en fait, au quotidien, dans un rapport au monde, aux autres. Ouais. D'autres... Oui. Par contre, il ne faut pas fumer la cigarette. Hein. J'attends.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous avez utilisé le terme atavisme familial. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, s'il vous plaît, en une phrase ou deux ou un... C'est-à-dire développer, le mot atavisme familial. C'est-à-dire une inclinaison, on va dire, presque héréditaire, enfin héréditaire. En tout cas, voilà, quelque chose qu'on reproduit dans la génération suivante. D'autres interventions dans la salle? Oui. Je trouve ça aussi très chouette en fait qu'on revoit Thibaut Vincent, qu'on voit dans vos autres films, à part Amanda, je crois. Et on dirait qu'il vieillit avec vous. Et enfin, est-ce que vous avez tout de suite pensé à lui pour ce rôle? Oui, assez rapidement. C'est quelque chose que j'aime bien, effectivement, retrouver les acteurs de film en film. C'est presque un aspect documentaire, en fait, aussi, que contient le cinéma de fiction. C'est une chance, voilà, de s'accompagner mutuellement comme ça et de voir voilà, les gens changer à l'écran. C'est un beau témoignage de temps, en fait. La fiction et le documentaire se mélangent, là. Et d'ailleurs, c'est pas le seul acteur qu'on retrouve dans votre filmographie, parce qu'il y a aussi Didier Sandre. Il me semble qu'il était dans plusieurs de vos films. Oui. Il y a Didier Sandre qui joue le rôle du grand-père, effectivement. Là, avec un peu une référence. Alors, il n'y a pas seulement la référence filmographique avec Pascal Augier qu'on voit en filigrane. Mais il y a une référence à Romer, un peu directe quand même dans votre cinéma. C'est quelqu'un que vous avez affectionné, en tout cas. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, c'est vrai que c'était plus centré autour de cette figure, de cette personne de Pascal Augier, de cette actrice qui effectivement parcourt le film un peu comme un fantôme. L'actrice qu'on voit donc dans l'extrait de Romer et qu'on revoit après une autre fois. Et le personnage de Tallulah a un peu le même genre de phrasé, et un peu construit comme ça par effet de miroir avec cette actrice. C'était plus autour d'elle, véritablement, qu'une volonté de revendiquer un hommage à Romer. Et sur l'émission de radio, alors qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce que vous avez connu en termes je parle vraiment d'émissions radiophoniques? C'est un peu un composite. J'ai pas tant écouté que ça Macha Béranger, qui est un peu la grande prêtresse de la nuit, on va dire, mais j'écoutais quand j'étais enfant au Walkman, quand je trouvais pas le sommeil, voilà, des émissions. Je passais d'une station à l'autre et il y en avait beaucoup. Et c'était assez marquant. Voilà, c'était un peu comme des constellations dans la nuit. Je m'imaginais que d'autres personnes à d'autres endroits écoutaient les mêmes voix au même moment, ces pans d'intimité qui étaient livrés comme ça. Et ça suscitait un imaginaire très fort. Mais il y avait beaucoup d'émissions comme ça. Et surtout, c'était cette idée de la simultanéité, c'est-à-dire qu'on entendait tous ces voix-là au même moment. Alors la radio continue à exister, mais c'est vrai qu'avec la possibilité, on va dire, de la programmer un peu quand on veut, de la réécouter, il y a quelque chose de l'ordre de cette communion, je pense, qui a un petit peu disparu. Et sur ce personnage caché, c'est totalement une invention ou ça vraiment, enfin, il y a vraiment une émission qui correspondait à ça? Ce personnage caché, ça vient d'une émission qui s'appelait Les Choses de la Nuit, et il y avait effectivement une séquence qui s'appelait Quel est votre prénom, où là, il y avait un invité qui était caché comme ça derrière un paravent, et elle avait le droit de mentir uniquement sur une chose, c'était sur son prénom. Le reste, elle était censée dire la vérité. Et à la fin de l'émission, donc, l'animateur qui s'appelait Jean-Charles Asquero passait derrière le paravent et après avoir parlé comme ça très longuement, découvrait la personne avec qui il avait échangé. Et on assistait aussi à ce moment de rencontre. Enfin, on y assistait par le son, évidemment. Mais... D'accord. Je découvre. Peut-être vous aussi. Quelqu'un veut intervenir dans la salle encore? Vous êtes bien sage. Oui. Notre petit prince. J'ai une toute dernière remarque. J'ai une toute dernière question. C'est sur le début du film, lorsque Tallulah, à un moment, elle est devant le plan du métro avec les petites. J'ai même fait un schéma sur une petite feuille. Et à un moment, on a l'impression que elle est sourcière. Tu sais, elle met sa main devant et elle se laisse guider par vous parliez d'instinct. Et cette scène, je la trouve très puissante. Oui, il y a ce personnage qui arrive effectivement cette jeune femme qui vient de province, et il y a tout ce plan. Alors ces plans qui n'existent plus maintenant, mais qu'on appelait les plans d'indicateurs
lumineux d'itinéraire. Et effectivement, c'était assez fascinant. Enfin, quand j'étais enfant, moi, il y avait ces plans-là puis on appuyait comme ça sur des touches, et puis il y avait plein d'itinéraires à partir de la station dans laquelle on était, et puis voilà, se déployer plein d'itinéraires. Effectivement, c'est autant de parcours possibles qu'à peut-être explorer dans la ville. C'était une image, on va dire, un peu, oui, que je trouvais marquante, quoi, et puis permettait de rentrer aussi dans le film d'une manière un peu formelle et stylisée. Enfin, mais c'est très intuitif. Mais je suis content que ça vous parle, en tout cas. Et vous avez fait cette scène parce que vous savez qu'il y aurait une interaction avec le public, ou pourquoi vous l'avez faite? Parce que ça me faisait plaisir. Bah, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ouais, tant mieux, je suis content. Ouais. Et à certains d'entre nous aussi, parce qu'on se souvient quand on appuyait effectivement sur ces plans et qu'on découvrait la ligne lumineuse. Je crois que ça n'existe plus dans le métro parisien. Non. Ça pèse très très lourd d'ailleurs. Ouais. Et justement par rapport au personnage donc de Telloua, l'actrice, le choix de la Biba, c'est passé comment en fait? C'est là aussi c'est en lien avec peut-être Pascal Augier, ce qu'elle représentait, sa voix. Enfin, parce que le film est très important dans la tessiture des voix, y compris sur Charlotte Gainsbourg, enfin tous les personnages en fait. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça, et donc le choix du personnage de l'actrice de Telloua, c'est lié aussi un peu à ça ou pas du tout? Elle a une présence très singulière, un peu, et une voix, un ton de voix, une musicalité qui est assez. Donc Noé Habitat qui joue Tallulah, qui est un peu, qui rappelle celle de Pascal Augier, qui a quelque chose d'un peu désuet, un peu intemporel. Ouais. D'autres interventions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Vous avez dit en ouverture en fait que ce que vous cherchiez à faire, c'était de capter des bribes de. Moi aussi, hein, c'est mon enfance, c'est les années 80, de cette époque-là, et je trouve que vous avez super bien réussi à le faire, mais je sais pas comment. Depuis le début du débat, avec tous les échanges, j'essaie de réfléchir à comment vous avez. J'ai l'impression que ça se loge dans des choses très très subtil de dialogue, d'écriture, de temps, et ce qui me frappe finalement, je me dis, c'est par rapport à vos films précédents, ce que vous réussissez à capter, là où ça se loge peut-être, j'en sais rien, hein, et ça va être ma question, c'est que c'est par rapport à vos films précédents, il est moins grave en fait. J'ai le sentiment que peut-être ce que vous avez su attraper, c'est de l'insouciance qu'il y avait encore là, et notamment ça fait un écho avec un autre film qui est d'époque, Les Magnétiques de Cardona, parce que la radio aussi est centrale. Bon, pas du tout, c'est très très différent vos deux cinémas, mais la radio est centrale, c'est Radio Libre, cette liberté, cette espèce d'insouciance, et vous, c'est dans une légèreté, d'une subtilité que vous arrivez à... Je sais pas si... J'ai pas vu Les Magnétiques... Là, il n'y a pas de mort dans ce film-là, effectivement, mais malgré tout, je pense qu'il est irrigué par des choses un peu... voilà, je voulais pas que le film soit par ailleurs exempt de violence ou d'âpreté, mais c'est vrai que ça fonctionne de manière plus souterraine. Il y a cette séparation, déjà, il y a le spectre de la maladie, il y a le passage d'une époque à une autre, enfin, toutes ces choses-là, mais effectivement, il n'y a pas de... On va dire que ce ne sont pas les moteurs du film, donc ça intervient de manière un peu souterraine. Il y a effectivement quand même une dramaturgie liée à la séparation, liée à la recherche d'identité. C'est pas comme s'il se passait rien effectivement dans le film, mais c'est peut-être ce qui est intéressant, toute la bienveillance que vous mettez dans vos personnages aussi, parce que on pourrait penser qu'on pourrait arriver à des moments à des conflits. Et les conflits sont pas si importants que ça. Je pense par exemple à la relation de Elisabeth avec son collègue, qui capote, qui se passe mal. Et malgré tout, on les retrouve ensemble, et notamment dans la scène de danse. J'imagine que c'était volontaire, qu'on les voit
danser tous les deux ensemble, c'était une manière de désamorcer quelque chose aussi, enfin, désamorcer des conflits. Oui, pas dans la volonté de désamorcer les conflits, mais effectivement, il y a eu ce moment-là auquel on assiste dans la première partie, et puis du temps a passé, il y a 4 ans, et effectivement, ces personnes continuent à graviter, à vivre dans le même cercle, et du temps a passé, oui. Oui. Et ce qui est très beau aussi dans le film, c'est la façon dont la mère et son fils sont d'une certaine manière en écho, en fait, à la fois dans leur... Alors, évidemment pas à des mêmes niveaux, mais à la recherche dans la quête amoureuse, dans la recherche de travail, et aussi dans l'écriture, hein, puisque finalement les deux écrivent, même si on le découvre qu'à la fin pour Elisabeth. Il y a quelque chose que vous mettez en écho comme ça, y compris à un moment dans les scènes d'amour avec leurs compagnons respectifs. Le film, effectivement, a été conçu comme ça. Ces deux sont les 2 figures principales du film. Hein, un film un peu bicéphale, comme ça, avec ces deux, bon, si on voulait dire c'est des mots, mais deux parcours d'émancipation, enfin, qui évoluent comme ça en parallèle. Effectivement, l'éveil de ce jeune homme et puis la nouvelle vie de cette femme. Oui. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Oui, 2 personnes. Donc je vais commencer ici. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque sur la dynamique entre Béard et Gainsbourg que j'ai trouvé vraiment très intéressante, parce que quand on voit le film, a priori, on se dit que c'est 2 personnages qui sont a priori très différents, et en fait, c'est des personnages qui partagent énormément de similarités. Les 2 accueillent quelqu'un, Béard lui tend la main au moment où Gainsbourg tend la main aussi à le personnage qui est interprété par Noé. Il y a les 2 hommes qui jouent, les 2 sont aux manettes aussi, là où elles sont. Il y a les 2 hommes qui jouent au ballon comme 2 gosses. On pourrait imaginer que c'est les 2 gamins de Béard. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça d'imagé entre les 2. Et je me demandais qu'on retrouve aussi du côté du casting, parce que l'une est blonde, l'autre est brune, et Béard a l'habitude de jouer des femmes plutôt affirmées, ou des femmes, pas fatales, mais des femmes affirmées, et Gainsbourg plus tendre et douce comme ça. Et je me demandais si Béard était un choix qui est arrivé très très tôt dans l'écriture, ou si c'est arrivé plus tard au moment du casting, un petit peu à l'impromptu. Non, j'écris jamais pour des acteurs, donc c'est arrivé après, en fait, de manière quasiment concomitante avec le choix de Gainsbourg, à peu de choses près, quoi. Et en même temps, ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui correspond bien, je trouve, à la tessiture de voix que vous cherchiez, en fait. J'imagine, hein, elle a quand même cette voix totalement radiophonique et qui correspond bien à l'émission qu'on aurait aimé entendre. Oui, elle a une voix très particulière. Oui, elle a du charisme. Enfin, elle a une voix, quoi. Béard, on connaît tous sa voix, effectivement. Oui. C'est une voix qui charrie un imaginaire et qui est très, très, très forte. Oui. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Le film est donc en salle depuis le 4 mai. Évidemment, merci également à Pyramide Distribution et au réalisateur Michael Herz. D'autres avant-premières et rencontres ont régulièrement lieu au Cinéma Luxe, alors n'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir vous aussi participer à ces rencontres de luxe.